L'argent est les nerfs de la guerre et pour le gouvernement central, il lui faut beaucoup de ressources financières pour exécuter son programme et surtout de réformes courageuses pour renflouer le trésor public. Une fois mobilisé à travers le budget national, il faut bien gérer l'argent du peuple. Ce qui n'est pas souvent le cas en RDC. Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique de son État et coordonnateur national de l'ONGD Toile d'Araignée, rappelle aux uns et aux autres dans cette émission de questions importantes des finances publiques en ce qui concerne les chaînes de la recette et de la dépense publique. La République démocratique du Congo, à l'heure de l'appropriation du système comptable OHADA, grâce au talent et à la créativité de quelques Congolais, le droit OHADA devient facile à appliquer en RDC. Des génies congolais viennent de mettre sur pied un logiciel intelligent X2O qui vous permet de gérer la comptabilité de votre entreprise selon le prescrit du système comptable OHADA. Vous allez découvrir Logico OHADA dans cette émission. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, vous le savez déjà peut-être, la première réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi 20 septembre dernier à l'hôtel du gouvernement. Pour ce qui est de la formation des cabinets ministériels, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a exhorté les membres de son équipe à respecter scrupuleusement le décret portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels qui a été pris pour assainir les finances publiques. Pour y arriver, le gouvernement va devoir recourir à la chaîne de la dépense publique. Pour comprendre les méthodes et cerner sa portée, Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONGD Toile d'Araignée, nous donne de plus amples explications sur ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. On ne le dira jamais assez. Les finances publiques appartiennent au peuple dans son ensemble. Ceci est d'autant plus vrai que c'est le souverain primaire qui est le premier contributeur au budget de l'État à travers le paiement des impôts, taxes et autres droits dus aux services publics. Le gouvernement et ses services ne sont que des gestionnaires temporaires d'un patrimoine commun et ont tous l'obligation de rendre compte au propriétaire des finances publiques qui est le peuple congolais représenté ici par ses élus et autres militants de la société civile. C'est ça qu'on appelle la redevabilité qui répond aux exigences du contrôle citoyen. Les finances publiques ne se gèrent pas comme une boutique familiale du coin de la rue où chaque membre de la dite famille peut passer se servir comme il l'entend sans demander l'avis de qui que ce soit. Les finances publiques fonctionnent sur base des lois et textes légaux votés par les législateurs, promulgués par le garant de la nation et exécutés selon les règles de l'art par tous les services publics. Personne, et alors personne, n'a ni le droit, ni la qualité, et moins encore la compétence d'engager ou faire exécuter une dépense publique s'il n'est pas nommément cité ni autorisé par la loi. De même, personne ne peut collecter ni recouvrer les recettes publiques sans qu'elles ne soient nommément mandatées conformément à la loi. Voici alors comment fonctionnent les finances publiques en République démocratique du Congo. Premièrement, retenez qu'avant de dépenser, il faut mobiliser. On ne dépense que ce qu'on a mobilisé en ressources propres ou à travers les apports extérieurs, des dettes et autres dons. Voilà pourquoi tous les financiers du monde recommandent ce qu'on appelle une gestion sur base caisse. C'est-à-dire, on ne peut dépenser que ce qu'on a mobilisé, pas au-delà des ressources disponibles. Deuxièmement, il existe deux chaînes pour gérer les finances publiques. La chaîne de la recette et celle de la dépense. En République démocratique du Congo, la chaîne informatisée de la dépense publique existe formellement depuis 2004.
Celle de la recette publique vient de voir le jour formellement en 2018 grâce au projet CD2 piloté par le Comité technique d'évaluation et suivi des réformes de finances publiques, c'était en sigle, un service sous tutelle du ministère des Finances. Commençons avec la chaîne de la recette publique qui est pratiquement un ensemble des dispositifs légaux mis sur pied pour collecter toutes les recettes publiques et les orienter vers le trésor public. C'est aussi l'ensemble des recettes perçues par les administrations publiques. La chaîne de la recette publique comporte 4 phases, à savoir la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. La chaîne de la dépense, c'est aussi l'ensemble des dispositifs légaux mis sur pied pour le décaissement de l'argent de l'État déjà logé dans le trésor public. Elle comporte, elle aussi, 4 phases. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Voilà comment se gère notre argent, nous contribuables et autres assujettis. Lorsque les recettes publiques sont perçues en dehors de la chaîne de la recette, c'est un détournement des deniers publics punissable par la loi. Lorsque l'argent sort du trésor public, c'est-à-dire de la banque centrale, sous des ordres illégaux et sans respect de la procédure de la chaîne de la dépense, c'est aussi un détournement des fonds publics. Le budget de l'État se constitue à travers la chaîne de la recette publique et s'exécute à travers la chaîne de la dépense publique. Tout ce qui se fait en dehors de ce circuit est illégal. Voilà pourquoi la mégestion de nos finances entraîne des dépassements exorbitants dans les lignes budgétaires de certaines institutions budgétivores, comme le précise si bien le président de la Cour des comptes, structure qui s'occupe de la reddition des comptes publics, dont le rapport est déposé au Parlement avant que le gouvernement central ne vienne s'expliquer ou se défendre devant la représentation nationale comment il a géré le budget antérieur avant de déposer le projet du nouveau budget à la Chambre basse. Arrêtons donc de gérer nos finances publiques comme une boutique familiale. Prochainement, nous allons vous expliquer en détail dans ce magazine comment fonctionne chacune de ces 2 chaînes. N'oubliez pas que c'est dans la négligence des petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes. Comme venait de le dire d'ailleurs Jérôme Sekana Penepapa, cette première réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 20 septembre 2019 sous la houlette du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tablé également sur certaines dépenses urgentes qui méritent un traitement particulier de la part du gouvernement, tout en exigeant bien sûr le respect scrupuleux de procédures prévues en matière de dépenses publiques. Voici un extrait du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, choisi ici par Michel Wangi. Le Premier ministre a rappelé qu'avec la signature de l'acte d'engagement éthique, les membres du gouvernement se sont engagés non seulement à être guidés dans l'exercice de leurs fonctions par le code d'éthique qui prescrit un certain nombre de valeurs à respecter, mais aussi à accepter les sanctions en cas de non-respect de dites valeurs. S'agissant du problème de dépenses urgentes, le Premier ministre a circonscrit un certain nombre de dépenses qui méritent un traitement particulier, tout en exigeant le respect des procédures prévues en la matière. À la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérard, votre magazine vous fait savoir les actes générateurs de recettes relevant du secteur du budget encadré et ordonnancé par cette régie financière. Il s'agit, entre autres, de droits de vente de dossiers d'appel d'offres DAO avec comme fait générateur la vente de dossiers d'appel d'offres
Et enfin, les droits du dossier de marché passé par la procédure de gré à gré, avec comme fait générateur l'octroi de l'autorisation de marché par la procédure de gré à gré. Rendons-nous à la Direction générale des douanes et axes DGDA où une délégation des femmes de l'administration douanière congolaise a participé du 9 au 13 septembre 2019 à Kigali au Rwanda à une formation sur l'égalité genre co-organisée par l'unité genre de l'Institut du travail de l'Afrique centrale UTAC et l'ONG rwandaise Aburuka. L'objectif de cette formation était d'apprendre l'expérience rwandaise de l'exploit réalisé dans la parité homme-femme dans la prise des décisions. La délégation congolaise conduite par le point focal gender DGDA à Madame Pierrette Mbombo Moukadi a fait la restitution au directeur général des douanes et axes Deo Rugwiza Maguera. C'était jeudi 19 septembre 2019. C'est ce que nous disent en tout cas Michel Wangui et Fanfa Makitou. Le Rwanda est devenu un pays modèle dans la sous-région en matière de parité hommes-femmes dans la prise de décision. Les statistiques officielles montrent que le pays des mille collines a atteint jusqu'à 82% de la parité hommes-femmes dans certains secteurs. 62% des femmes occupent le Parlement rwandais, 50% au gouvernement, 40 à 45% dans les entreprises publiques. Une expérience d'intégration réussie pour la femme rwandaise à laquelle les femmes de la DGDA se sont inspirées pour faire participer la femme douanière dans la prise de décision. Les enseignements ont été assurés par l'Institut du travail de l'Afrique centrale, une structure non gouvernementale affiliée à l'OIT qui fait la promotion du genre, et de l'ONG rwandaise Aburuka qui défend les intérêts de la femme rwandaise. La formation a profité aux douanières, en croit Pierrette Mbombo, point focal genre de la DGDA. J'ai d'abord le sentiment de joie, de grande joie, puisque ça a toujours été notre souci de pouvoir comprendre comment le Rwanda est arrivé à ce niveau-là. Et notre voyage ici nous a vraiment fortifiés parce qu'ils nous ont donné les stratégies qu'ils ont mis en place. L'égalité du genre, l'égalité du sexe soit une réalité. Ils nous ont montré ce qu'ils ont mis en place comme stratégie. Je pense qu'au retour dans notre pays, nous allons user de voies et moyens pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Ils sont parvenus à réussir parce qu'il y avait la volonté politique. Et je vois que même notre président, il veut que les femmes participent activement à la Respublica et je crois que ça va amener un grand changement dans notre pays. De retour à Kinshasa, la délégation a fait la restitution au directeur général de la DGDA de Rugwiza Maguera de leur formation et l'impact à atteindre dans la mobilisation des recettes douanières. À ce jour, on croit à Rugwiza Maguera, la DGDA a fait un effort considérable dans la parité homme-femme avec un taux de 26% de femmes au sein de cette entreprise. Le patron des douanes congolaises étale ici les statistiques de la parité au sein de la DGDA. Nous sommes à 5690 agents et cadres, hommes et femmes. Les hommes sont au nombre de 4172 et les femmes 1518. Le taux est de 26,7%. Ici, à la direction générale, à l'administration centrale, on est à 982. Et sur les 982, il y a 322 femmes et 660 hommes. Le taux des femmes est de 36,8 de femmes par rapport à l'effectif total. Alors, pour ce qui est des grades, on a 14 huissiers pour l'ensemble de la DGDA, dont 2 femmes et 12 hommes pour les huissiers. Pour les commis, on a un total de 88 personnes, 88 agents, dont 11 femmes et 77 hommes. Vérificateurs assistants, 1081, dont 265 femmes et 816 hommes. Les vérificateurs, on a un total de 1887, dont 647 femmes. Les inspecteurs, 509,
dont 106 femmes et 403 hommes. Les sous-directeurs, 133, 20 femmes, 113 hommes. Les directeurs, 34, dont 2 femmes et 32 hommes. La RDC réalise à ce jour un taux de parité de 26% sur un objectif constitutionnel de 30%. La victoire est certaine. Voilà. Faisons un tour à l'intérieur du pays. Le Fonds de promotion de l'industrie est en train de marquer des points dans le cadre de projets retenus pour son compte dans le programme d'urgence du chef de l'État. Après l'inauguration de l'Institut Mokengeli à Kinshasa que vous avez suivi dans cette émission par le président de la République, le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental vient de réceptionner provisoirement le forage du village de Bakwa-Lubilangi à quelques kilomètres de Mbujimayi. Nous sommes là au Kasaï oriental. Voici les détails dans ce document de nos confrères de la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. La remise provisoire de ce forage à la population du village de Bakwa-Lubilangi dans le territoire des Katanda à une vingtaine de kilomètres de Mbujimayi dans le Kasaï oriental et la matérialisation d'une promesse faite à la population est-kassaïenne par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En exécution du programme d'urgence de 100 jours, le Fonds de promotion de l'industrie a mis la main dans la pâte et l'ouvrage est opérationnel. Ce jour, le vice-gouverneur Jeannette Longa Moussouamba vient ouvrir les vannes. Et l'eau potable est disponible pour cette population. Nous parlons de 13 000 habitants, soit 1850 ménages. Et au président de la République, je lui dis un grand merci, qu'il continue. Vraiment, il a la force de Papa Étienne en lui. Il est là pour la population. FPI, vous êtes avec nous, ça c'est chez vous, vous êtes dans votre province. Eh bien, on vous connaît, on connaît votre force. Eh bien, nous sommes avec vous. Merci. Ce forage de Bakwa-Lubilangi nous confirme le service national de l'hydraulique rurale SNHR qui a exécuté les travaux et doté d'un réservoir de 18 mètres cubes monté sur une tour métallique de 8 mètres de hauteur. Son réseau a une longueur de 1000 mètres muni de 5 bornes fontaines à 2 robinets. Le système est actionné par un groupe électrogène de 17,5 kVA. Aucune crainte pour la population qui va consommer cette eau. Tous les examens de potabilité ont été faits, rassure François Pouila, directeur adjoint aux études du FPI. Et dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été doté de la province de Kasaï orientale de 2 forages. Le premier à Mbouya Charles et le deuxième ici à Bakwa-Lubilangi. Les travaux d'ici sont terminés. Nous avons fait toute la procédure possible. On a fait les travaux de essayage du réseau qui a répondu favorablement et on a fait les tests de potabilité de l'eau qui a démontré que l'eau était potable. Il a été décidé, en attendant que l'autorité puisse venir dans sa visite dans cette province, qu'on puisse ouvrir les vannes pour que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Je crois que vous avez remarqué, nous-mêmes, nous l'avons testé, nous l'avons bu, et nous pensons que c'est un problème résolu.
Mais il reste seulement que la population s'organise autour des SNHR pour voir comment assurer le suivi de ces réseaux pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Triste réalité, dans un passé récent, la population de Bakwa-Lubélangi était exposée aux maladies hydriques, plus précisément le choléra, puisque cette population consommait de l'eau non potable provenant de marécages. Aujourd'hui, ce tableau noir est passé, la joie est sur toutes les lèvres. Merci au président de la République, mais aussi au FPI. Nzambi wanyerela kwa kubana bebe menja bunyi twasengejela tukatusuna hetu mai kumilonda twasuna kumai kwa Félix Chilombo wetu. Vous voyez vous-même que l'eau est impropre. Dans les qualités de l'eau, on ne peut pas voir l'eau avec couleur. Mais ici, quand nous regardons bien, nous voyons qu'il y a des couleurs. Et c'est quelle eau qui vient des marécages? Il y a eu un bassin de choléra dans ce village. Mais je crois aujourd'hui, on ne va pas parler encore de ça, puisqu'on va maintenant consommer une eau propre. Et c'est là pris à partir de la maison. C'est ainsi que nous remercions FPI pour ses initiatives, nous remercions le chef de l'État pour ses initiatives. C'est un sentiment ou des sentiments de satisfaction et de gratitude à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du FPI, et on peut dire aussi du gouvernorat de province, parce que le choix de notre entité a été fait, peut-être sans nous, mais c'est chez nous que cette œuvre a été implantée. Nous allons continuer cette conscientisation et cette sensibilisation pour que cette œuvre soit gérée de manière convenable et que nous puissions la gérer ensemble avec toute la communauté locale comme de bons pères de famille, comme de bonnes mères de famille, parce que c'est un bien qui n'appartient pas au chef de l'État, mais qui nous appartient à nous, parce que ça a été réalisé pour nous. C'est nous qui allons utiliser cette eau chaque jour, je peux dire. C'est une œuvre que nous sommes obligés de garder et de protéger. Signalons tout de même que le FPI ainsi que le gouvernement provincial dénoncent des actes de vandalisme perpétrés sur le deuxième site de forage à Mbouya-Charles, à près de 15 km de Mbujimayi. Sur place, des inciviques ont saboté la tour métallique et emporté certains matériels. Donc ça, je demande à la population de Mbujimayi, surtout la jeunesse, on vient pour aider les parents, on vient pour les aider. C'est du travail qu'on est en train de donner. Mais malheureusement, ils sont loin de comprendre. Ils se mettent toujours dans l'autre camp où ils étaient hier comme combattants. Ils oublient que maintenant c'est nous avons la force, nous avons le travail, nous devons aimer, nous devons protéger. Mais nous sommes là pour les assister, nous sommes là pour les sensibiliser. Je crois que cette fois-ci, on va garder avec amour. On devrait ouvrir les ventes de Mbouya-Charles aujourd'hui, mais comme vous l'aviez suivi, le site a été saboté. On a pu voler 10 cornières, on a volé 50 boulons, 50 rondelles, 6 vannes ont été volées. C'était déjà un travail réalisé, mais nous devrions recommencer avec le SNHR pour fixer ces choses, afin que nous voyons quand est-ce que la population de Dibingi, précisément de Mbouya-Charles, pouvait avoir accès à l'eau. Fort heureusement, aujourd'hui, les travaux ont repris pour la finition rapide de ce forage et dans une dizaine de jours, confirme le SNHR, l'eau potable sera aussi disponible pour la population de Mbouya-Charles. Et puis, le Fonds de promotion de l'industrie appelle tous les opérateurs économiques assujettis à la taxe de promotion de l'industrie TPI de ne s'acquitter de leurs obligations qu'auprès de banques opérationnelles en République démocratique du Congo pour lui permettre de rentrer dans ce droit sans trop de complications. De retour à Kinshasa, la délégation du Bureau central de coordination BESECO, conduite par son directeur général Théophile Matondombungu, a visité dernièrement les infrastructures sanitaires dans 4 communes de la ville-province de Kinshasa, des travaux de réhabilitation et reconstruction cofinancés par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA,
et le gouvernement congolais et qui rentre bien sûr dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jocelyn Babalomba et Céline Boumba ont accompagné cette délégation du BESECO. Voici les détails dans ces reportages. Au total, 5 sites correspondant à 5 centres de santé ont reçu la visite de la délégation du Bureau central de coordination BESECO. À la maison communale de Kinshasa, ce bâtiment abrite un centre de santé où les habitants de cette partie de la capitale vont bénéficier dans un bref délai des soins de santé de qualité. À quelques encablures de là, dans l'enceinte de la maison communale de Barumbu, un autre bâtiment, un autre centre hospitalier avec une capacité de 7 salles pour les malades, une réception et une pharmacie. Fruit du financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA et du gouvernement congolais. Avenue Ngobo, quartier Kingabwa dans la commune de Limete, se trouve le centre hospitalier de Lobo, en pleine réhabilitation et construction. Les travaux avancent à pas de géant comme le souhaite le numéro 1 du BESECO, qui a palpé du doigt les réalités du terrain. Disposant d'une dizaine de salles, avec une capacité de plus de 25 lits, plusieurs services seront organisés dans ces centres, notamment la maternité, la chirurgie, la gynécologie et autres, ce qui permettra à la population de ces coins d'accéder à des soins de santé primaires de qualité. Dans la même commune, un autre centre où il ne reste que les travaux de finissage. Après Limete, le directeur général du BESECO s'est rendu dans la commune de Lema, où la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le gouvernement congolais cofinancent la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui voient dans ces ouvrages l'amélioration de la qualité des soins qui seront administrés aux patients des quartiers environnants. Credo du médecin chef de zone de santé de Lema et médecin directeur de ces centres hospitaliers. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction et nous remercions les nouvelles autorités aussi pour avoir voulu accélérer le dossier pour que les travaux soient finalement achevés et que la zone de santé dispose des infrastructures dans les normes pour pouvoir travailler et accomplir notre devoir. BESECO a veillé à l'exécution de ces travaux. Je crois que nous savons que les choses n'étaient pas faciles, mais le financement peut être échelonné, mais au moins ils ont tenu. Bon, et voilà aujourd'hui qu'ils ont accompli leur cahier de charges. Les bâtiments sont là, que nous allons occuper et nous ne pouvons que les remercier. Toutes ces infrastructures sanitaires auront un impact positif au sein de la population, a souligné le directeur général du Bureau central de coordination. Théophile Matondo Mbungu a également remercié les partenaires qui ont financé la réhabilitation et la construction de tous ces centres de santé. Nous nous sommes mis à pouvoir superviser, mais aussi contrôler les différentes structures qui ont été réhabilitées dans le cadre du financement BADEA pour la santé. Je dois vous rappeler ici que nous sommes à plus ou moins 3 mois de la fin de ces projets. Il était donc de notre devoir de pouvoir vérifier l'ensemble des structures et aussi nous mettre en harmonie avec les bénéficiaires pour nous rassurer qu'effectivement les structures répondent aux attentes de bénéficiaires. Nous saisissons l'occasion pour pouvoir remercier le chef de l'État pour avoir inscrit les programmes de santé cofinancés par la BADEA dans le programme de 100 jours. C'est grâce à cette action que nous sommes en train de terminer en beauté ces programmes cofinancés par la BADEA, l'OFID et le gouvernement de la RDC. Nous sommes contents, globalement satisfaits du fait que les ouvrages sont réalisés à la satisfaction des bénéficiaires. Avec le BESECO, le volet social du président de la République est exécuté avec brio
pour la satisfaction de l'ensemble des bénéficiaires. Un communiqué avant de poursuivre ce magazine, il émane de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA. Découvrons sa teneur dans cette lecture de Muriel Makiese. L'autorité des régulations et des contrôles des assurances, ARCA en sigle, rappelle au public que les seules sociétés d'assurance agréées sont Activa Assurance RDC, Société financière d'assurance Congo SA, SFA Congo, Rausur SA et Rausur Life SA. Quant à la SONAS, elle est actuellement autorisée à opérer. La population et les opérateurs économiques peuvent donc souscrire librement à toute assurance nécessaire auprès de l'une de ces 5 sociétés sans aucune restriction ou limitation. L'ARCA tient également à souligner qu'à ce jour, seules 4 sociétés de courtage d'assurance sont autorisées à exercer, à savoir Alliot Assurance Broker SRL, Grau Savon RDC SA, Assurance Okapi SRL et Ascoma RDC SRL. De ces faits, tout autre courtier non autorisé par l'ARCA est interdit d'opérer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enfin, l'ARCA rappelle que l'article 286 du Code des assurances stipule qu'il est strictement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée par l'ARCA. Toute violation de la disposition précitée est punie d'une amende de 50% des primes émises à l'extérieur. En cas de récidive, l'amende est portée à 100% des dites primes. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables. Article 445 du Code des assurances. Fait à Kinshasa le 6 septembre 2019, Alain Kanindankalula, directeur général AI. Toujours à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, et une fois de plus, je vous convie à découvrir la teneur de cette note circulaire relative à l'assurance directe à l'étranger et auprès des entreprises non agréées avec Priska Sekana. Il est rappelé aux sociétés d'assurance, des réassurances, de courtage d'assurance et plus généralement aux opérateurs intervenants à quelque titre que ce soit en République démocratique du Congo que conformément aux dispositions de l'article 286 de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, il est formellement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'entreprises non agréées par l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA. Il importe également de rappeler que toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 75% d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située en République démocratique du Congo, à l'exception des branches mentionnées au point 4, 5, 6, 11 et 12 de l'article 400E2 du Code des assurances est soumise à l'autorisation préalable du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions après avis de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances. Pour ce faire, l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA s'assure du respect par le requérant de toutes les obligations légales et réglementaires, notamment que l'affaire a été présentée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un courtier agréé par l'ARCA et rémunéré conformément aux dispositions légales et réglementaires. La souscription et l'émission de l'intégralité de la police d'assurance ont été faites par une ou plusieurs sociétés d'assurance agréées par l'ARCA. Ces sociétés se sont acquittées de l'intégralité des impôts, taxes, frais de contrôle et plus généralement de toutes les charges fiscales et parafiscales attachées à cette affaire. La réassurance a été placée auprès de sociétés de réassurance présentant des garanties suffisantes pour couvrir ces types de risques.
Les commissions des réassurances à percevoir par la cédante ont été fixées suivant les normes professionnelles et garantissent à la cédante une rémunération apte à couvrir ses charges liées à cette affaire, notamment la rémunération des intermédiaires et une marge, un différentiel entre la commission des réassurances et la commission de courtage locale qui ne se saurait être inférieur à 15% de la prime cédée. Toute affaire souscrite ou placée en réassurance à l'étranger en violation des dispositions ci-dessous expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi et les autres dispositions réglementaires en vigueur. Toute entreprise étrangère d'assurance, des réassurances et de courtage d'assurance qui contrevient aux dispositions de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances et de la présente circulaire sera inscrite sur la liste de sociétés étrangères interdites des traités avec ces entreprises d'assurance agréées par l'ARCA, signé par le directeur général des ARCA, Alain Kanindangalula. Plus question de se faire du souci en tout cas quant à la prise en charge de votre comptabilité en mode OHADA révisé. Le logiciel intelligent XDESO est venu rendre la tâche facile pour toutes fins utiles. C'est quoi le logiciel XDESO? Pourquoi l'utiliser? Quels sont ses avantages et où vous en procurez? Les réponses sont dans ces documents que je vous propose de suivre. Le 12 septembre 2012 marque pour la République démocratique du Congo l'entrée en vigueur du système comptable OHADA. Et comme vous le savez, le passage d'un système à un autre n'est jamais aisé. Pour faciliter la tâche et accompagner les entreprises congolaises à faire face à cette migration, un groupe d'experts congolais, avec l'appui des experts européens, justifiant de plusieurs années d'expérience dans la conception et la commercialisation des logiciels de gestion, s'est réuni à une société de droit congolais dénommée LogicoWADA RDC SARL, qui a mis sur le marché XDEOsoft, un logiciel de gestion intégré conforme au plan comptable OHADA révisé. Ce logiciel purement congolais offre plusieurs avantages, parmi lesquels la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable, la tenue de la comptabilité générale en multimonnaie, en full OHADA révisé, en full G7 utilisé par le secteur bancaire, en full PCCI utilisé par le secteur de microfinance, l'adaptation aisée au profil de chaque entreprise, la flexibilité du système par rapport aux exigences des utilisateurs, la réflexion contre les imputations comptables erronées, la production en temps réel des rapports dont les bilans, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et le rapport des stocks, la permanence d'un support technique local assuré et en option, la gestion de la production. Ces logiciels modulaires comprennent la gestion de budget, la gestion de la trésorerie et des consignations, la gestion commerciale et des stocks, la gestion des immobilisations avec des écritures de réévaluation programmées, la gestion des ressources humaines, le basculement vers n'importe quel système comptable. Il peut être installé et utilisé en un jour, et ce, sans être un comptable expérimenté. LogicoWADA propose également sur le marché un autre logiciel dénommé Comptabilité minimum des trésoreries, CMT en cycle, développé en harmonie avec les systèmes minimaux des trésoreries destinés aux petites entreprises. Alors, n'hésitez pas de nous visiter au 8e étage de l'immeuble Boulambo ex-Shell sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe ou de nous contacter au numéro 084 05 999 99 ou pour d'autres informations utiles, de consulter notre site web www.logicowada.com ou de nous écrire à
À Kinshasa, à présent, Philon Cholet et Naomi Makwela nous donnent les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la capitale congolaise au samedi 21 septembre 2019. On assiste à une volatilité de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de la capitale congolaise. Concernant le poulet, le prix d'un carton de poids 12 est passé de 55 500 francs à 56 000 francs congolais, soit 500 francs de plus. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau peint au marché central de Kinshasa, où le prix du même produit a connu une hausse passant de 55 642 francs congolais à 57 250 francs congolais, soit une augmentation de 1608 francs congolais. Au marché Zikida dans la commune mère de Kinshasa, un carton du poulet qui coûtait 55 650 francs congolais se négocie actuellement à 58 000 francs congolais. Au marché Gambela, le prix d'un carton du poulet qui coûtait 55 000 francs la semaine passée se vend présentement à 55 800 francs congolais. Cette hausse de prix de cette denrée alimentaire est due à sa rareté sur le marché, justifiée par une baisse d'importation de ce produit. Au sujet du riz, le prix d'un sac de 50 kg a connu une légère hausse. Il a grimpé de 66 800 francs congolais à 67 300 francs congolais, soit une augmentation de 500 francs. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, le prix du même produit est resté stable d'une semaine à l'autre à 67 000 francs congolais. Même prix observé au marché Zigida et à 67 200 francs congolais au marché Gambela. Pour le maïs, un écolo jaune, pour l'avoir au marché de la Liberté, il faut débourser 1500 francs congolais. Au marché central, 1200 francs, même coût observé également au marché Zigida. Et enfin, 1000 francs au marché Gambela. Du côté haricot, le coût d'un gobelet appelé communément Ebundeli est à 1600 francs congolais au marché de la Liberté, à 1500 francs au marché central, 1400 francs au marché Zigida et à 1500 francs au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon avec le sucre, dont un sac de 50 kg de Kwilungongo a pris de l'ascenseur passant de 67 500 francs à 68 500 francs congolais, soit 1000 francs de hausse au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix de ce même produit est passé de 69 720 francs à 69 800 francs congolais. Légère hausse au marché Zigida où le prix du même sac de 50 kg a augmenté de 69 800 francs congolais à 70 980 francs congolais. Au marché Gambela, on peut l'avoir à 68 400 francs congolais. Et dans le même ordre d'idée, l'Institut national de la statistique INES a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 16 au samedi 21 septembre 2019. Muriel Makiese nous en dit plus dans cet élément. L'inflation hebdomadaire du 16 au 21 septembre 2019 est de 0,075% au niveau national et 0,073% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,912% au niveau national et 2,812% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,117% au niveau national et 3,868% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,413% au niveau national et 4,017% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des céréales au Kasaï, des produits pharmaceutiques et services médicaux et des boissons alcoolisées importées. Sur le marché d'échange, à présent, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 20 septembre 2019 $1 américain à 1653,99 francs congolais, 1 euro à 1826,88 francs congolais et 1 franc CFA à 2,785 francs congolais. Au samedi 21 septembre 2019, au parallèle, le taux était à 1650 francs le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa et à 1677 francs congolais le dollar
précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international d'Indjili, les taux demeurent inchangés depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais, 1620 francs à Isangi dans la Chopo et 1630 francs à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Chez les Kambelembele à Kindu, au Maniema, un dollar américain a valu 1650 francs congolais, même taux d'ailleurs constaté dans le Congo central, précisément à Matadi et à Likasi, dans le Haut-Katanga. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé samedi 21 septembre 2019 dans ces trois provinces de la République démocratique du Congo. Jetons à présent un regard sur l'évolution des prix de matières premières sur le marché international après la hausse du prix du baril observée en début de semaine suite à l'attaque terroriste des installations pétrolières en Arabie Saoudite. À Londres, le prix du baril du pétrole a baissé de 0,37%, coûtant 64,56 $ américains. À New York, par contre, le prix du baril est en hausse de 0,40% pour se situer à 58,45 $ américains. Côté produits miniers, contrairement à la semaine dernière, le prix de la tonne du cuivre est en baisse de 0,48%, se vendant à 5 761,50 $ américains. La hausse se poursuit pour la tonne du cobalt qui a terminé la semaine à 1,42%, coûtant 36 481 points la tonne. L'once d'or ou le métal jaune est également en hausse de 0,53% pour se situer cette semaine à 1507,30 $ américains. Les prix des produits agricoles sont volatiles de leur côté. La tonne du maïs est en baisse de 0,13% à 371 $ américains. Celle du blé a également baissé de 1,07%, se vendant à 484 $ américains. Et la tonne du riz s'est vendue à 12,32 $ américains, soit une hausse de 0,04%. Et puis à 98 $ américains, le prix de la tonne du café est en baisse de 1,94%. Celle du cacao s'est vendue à 2473 $ américains, en forte hausse de 3%. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en baisse de 0,39%, c'est situant à 59 $ américains. Terminons cette émission avec le sport à la Direction générale des douanes et accises où les joueurs du football club DGDA ont perdu samedi 21 septembre 2019 la finale du tournoi inter-entreprise face à l'équipe de la DGRAD. Le match s'est joué sur le terrain de l'université William Booth dans la commune de Barumbu. Les douaniers en rouge ont ouvert le score à la première minute du jeu, mais les ordonnateurs de la DGRAD ont égalisé à la 16e minute. Les deux équipes sont allées à la mi-temps avec ce score de parité avant de voir les choses changer à la reprise. Score final du match, 2-1 en faveur de la DGRAD. Je vous propose de suivre les réactions du secrétaire général de l'équipe de la DGDA, Anakle Kibaka, et du président de l'équipe de la DGRAD, Alexis Lumpumbu. Ils sont au micro de Michel Wangui et Fafa Makitou. Il est toujours là quand nous voulons jouer, il nous donne l'occasion pour que nous puissions participer. Et c'est pour la deuxième fois que nous venons de participer pour ce championnat. En 2016, nous l'avons gagné, nous étions champions, et cette année, en 2019, nous venons de perdre la finale. Donc, nous pensons que demain ou après-demain, quand on va encore jouer, nous allons encore remporter. Nous sommes très ravis parce que depuis que nous avons commencé le tournoi, nous faisons que gagner. Il y a une seule équipe qui nous a battus de 1-1, mais le reste de l'équipe, nous l'avons gagné. Parfois de 5-0, et aujourd'hui nous sommes en finale, nous venons de remporter 2-1. En tout cas, je suis très ravi, très ravi. Je ne sais même pas comment manifester cette joie que je suis en train de présenter maintenant.
Madame, Messieurs, voilà qui boucle complètement Fiscalité et Développement. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout de la République démocratique du Congo et d'ailleurs à travers le monde. Fiscalité et Développement revient la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.